Bonjour à tous. Voici Lubna Pleius, réalisatrice donc, du film, Albert Serra, Audrey Diwan et Monia Chokri. Et c'est une chose un peu inhabituelle que nous faisons là, mais qu'on retrouve souvent dans les festivals, dans les manifestations culturelles, c'est que ne pas se contenter seulement de montrer un film, et ce film-là suscite tellement de pensées, de débats, que nous nous sommes dit, avec Rosalie Varda et Nathanaël et Elisha Karmitz, que ça serait bien d'en prolonger l'écho en faisant cette petite rencontre avec les cinéastes qui sont là, avec la réalisatrice, et évidemment avec vous. Je vous laisse, c'est pas une conférence de presse, c'est une discussion, un échange, un panel. Préparez vous-même vos questions. Okay. Hello. So, and just a reminder, if you need translation, you can get your headset Bien, over donc si there. vous avez besoin de traduction, prenez des écouteurs. Un panel magnifique de réalisateurs ici présents, une belle excuse pour parler du cinéma de différents points de vue, après avoir vu le documentaire l'an dernier, qui était le point de départ de la conversation, mais pas du tout la fin. Il faudrait peut-être commencer, Lubna, par parler de ce projet. Ça fait 40 ans que Wim Wenders est venu à Cannes et a assis plusieurs réalisateurs dans une salle pour débattre de la vie ou de la mort du cinéma. Est-ce que vous avez pensé que c'était utile de reposer cette question au XXe siècle? Merci à vous tous d'être ici. Merci de participer à cette table ronde. C'est l'idée du film, notamment de mener une conversation ensemble. Donc le film ouvre toute cette discussion. Il ne s'agit pas juste d'aller voir une projection. Le film de Wim Wenders, je ne me rappelle plus comment je l'ai découvert. En général, on se dit, voilà, j'y étais. Et c'est un film qui m'a toujours été cher. Donc, je me suis dit, je vais repenser à les différents aspects du cinéma. En fait, ça a toujours été comme un livre pour moi, un livre qu'on peut lire ou revoir. C'est mon premier long métrage et j'ai commencé par demander aux réalisateurs que j'admire de me parler de l'avenir du cinéma. C'est ça le point de départ du film. Et en fait, j'étais très amusée par le fait que ça n'a jamais été vraiment fait auparavant. Il y a eu quelques expériences à Cannes, notamment, et j'étais surprise de savoir que personne ne l'avait encore fait. Ça fait 40 ans que Wim Wenders est venu à Cannes pour dire son point de vue, donc ça me paraissait évident qu'il fallait tourner ce film et organiser une table ronde. Rentrons dans certains des thèmes. Pour vous trois, ça fait 1 an que vous êtes dans ce film et je suis curieux de voir comment vous avez évolué dans votre réflexion depuis 1 an. Peut-être que le public pourrait devenir plus réduit et c'est peut-être une bonne chose. Et vous êtes ici à Cannes avec un film que vous avez dirigé, Nature of Love. Moi, je veux le plus grand public possible. Mais que pensez-vous de l'idée d'avoir à l'avenir des publics plus restreints? Non, mais en fait, c'est juste que il y a quelque chose qui est assez pesant dans le cinéma, on le sait, c'est l'argent. C'est vraiment un principe qui nous pèse plus que peut-être les autres, certains champs d'art, en tout cas certains différents champs d'art. Et en fait, on accuse beaucoup. Quand on parle de est-ce que le cinéma, est-ce que le cinéma meurt, j'ai l'impression qu'à chaque fois, et d'ailleurs c'est le cas dans ce film-ci, on adresse la question aux cinéastes. Moi, j'ai pas le sentiment que le cinéma meurt. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a des gens autour de nous qui ont une industrie qui sont vraiment très très tendus.
et qui nous remettent un peu la faute sur les épaules en disant oui, mais parce que vous ne faites pas des films assez commerciaux, parce que les gens ne s'intéressent pas à votre langage, parce qu'ils n'ont pas envie. Ben, je ne sais pas en fait, parce que jamais autant ils ont consommé, même si c'est beaucoup de séries évidemment sur les plateformes, mais ils ont aussi consommé des films. Et les gens, moi, il y a plein de gens qui me disent je vais voir mes films. Moi, je viens d'un territoire où de toute manière le cinéma est ce respirateur artificiel, je viens du Canada, depuis toujours. Donc, on n'a pas cet enjeu de se dire est-ce qu'il faut garder notre cinéma, parce qu'en fait, de toute façon, personne s'y intéresse. Et on a toujours fait un cinéma libre pour cette raison-là. Et je pense que, donc, ce que je disais un peu dans ce que j'ai dit dans le film de Lumna, c'est que mais peut-être qu'il faut se dire que c'est pas si grave, en fait, que les gens qui vont venir à nous, ils vont venir pour des bonnes raisons. Et après, si nous, c'est parce qu'il faut qu'on soutienne des choses qui sont plus grosses que nous, soit des salles, des distributeurs, leur rythme de vie. C'est des gens riches. On est dans un milieu riche. Donc peut-être qu'on est aussi un peu ingrat quand on fait ouin, le cinéma va mal. Tu sais, j'ai l'impression de dire ouais, mais c'est gênant quand on est ici puis qu'on est là en robe Gucci puis en robe Chanel de dire que le cinéma va mal quand même. Tu sais. Donc il faut être un petit peu voilà. Je vais partir en vacances. Wow. Audrey, I want to pass it to you because Andrew, je vais vous donner la parole car vous êtes ici en tant que président de la Semaine de la critique. C'est une section qui montre les œuvres de réalisateurs au début de leur carrière. Est-ce que vous voulez parler des problèmes de la génération nouvelle, la génération la plus jeune? En fait, tout cela, c'est un défi et au fil de votre carrière, est-ce que vous y réfléchissez dans votre propre travail? Tout d'abord, je voudrais dire que ce qui a changé depuis l'année dernière, c'est que j'ai vu le film et ça a complètement changé ma perspective quand j'entends tous ces réalisateurs. Le cinéma ne peut pas mourir. Il y a trop de personnes qui y travaillent, trop d'idées, trop de liens. En général, on a ce sentiment parce qu'on est trop solitaire. Peut-être qu'on hurle, qu'on crie, mais pas ensemble. Il y a des aspects qui font peur. Quand j'entends Moonju, par exemple, qui parle de l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas il y a un an, maintenant c'est partout. Les menaces sont partout. Mais j'ai également le sentiment que tous ensemble, nous partageons un désir. Je pense qu'il y a des gardiens du cinéma et il y a ces documentaires qui me donnent de l'espoir. Alors Albert pourrait peut-être nous parler de ce qu'il dit dans le documentaire en ce qui concerne l'argent dans le cinéma. Vous faites des films qui ne sont pas si évidents, mais vous les amenez dans des festivals comme Cannes. Il y a un paradoxe, on peut aimer l'argent, mais en même temps reconnaître que l'argent est un problème. L'argent est un problème, effectivement, mais c'est aussi une solution, parce que le cinéma est coûteux, il faut de l'argent, autrement on ne peut rien faire. Donc, avec cet argent que l'on a à disposition, il faut faire ce qu'il faut faire les choses justement. Donc, il peut y avoir de très nombreux films différents, mais il faut un peu de diversité, et il faut dépenser son argent dans des choses artistiques aussi, peut-être qui ne sont pas faciles à vendre pour des raisons politiques ou autres, mais en tout cas, il faut le faire. Voilà le compromis qu'il faut faire, mais aujourd'hui, il y a des possibilités de financement qui sont restreintes et il y a un contrôle. Il y a aussi le public dont qu'il faut prendre en compte.
Donc là, on analyse le produit qu'on va vendre du début jusqu'à la fin, et on l'analyse aussi au moment du montage. On a les meilleures intentions artistiques, mais ici, il y a une pression dans les courts-métrages. Walter Benjamin a dit « Raconter une histoire, ce n'est pas un art, c'est de l'artisanat. » Donc, l'avenir du cinéma est de se concentrer sur l'aspect artistique. Tout le monde a des histoires aujourd'hui à raconter. Un politicien a toujours son histoire. L'idée qu'il s'agit ici d'artisanat et non pas de l'art est une idée intéressante. On recherche en fait la définition du cinéma et on essaie d'en trouver une spécificité qui en fait quelque chose de différent de toute autre forme. C'est en fait de l'artisanat, c'est pas un art. Cet aspect-là des choses est terminé. Alors revenons un petit peu parce qu'il y a un moment intéressant. Ruben Östlund, qui n'est pas là, qui est président du jury, tout ce qui concerne autour du cinéma, tout ce qui concerne le cinéma, d'après David Shaw, eh bien, ça a quelque chose à voir à Twin Peaks, quelque chose de libre et de radical. Donc, Lubna, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations en conflit les unes avec les autres? Il y a un côté de désespoir, mais aussi certain espoir. Tout le monde parle de sa propre expérience. David parle du Cambodge, et Monia parle du Canada, et Cronenberg aussi. Il y a aussi le Brésil. Donc, nous sommes tous aux prises avec les mêmes histoires, mais chacun s'exprime sur la base de sa propre réalité. On pourrait prendre le film, on pourrait en prendre tous les aspects. En fait, au cinéma au Canada, eh bien, la situation n'est pas simple. Le fait que Christian Mungiu, d'où vient-il? J'ai oublié. Oui, Roumanie, merci. Désolé. Eh bien, en Roumanie, l'accès au cinéma pour les jeunes pose problème. Et donc, on pourrait le faire avec notre débat. On peut débattre de tous les aspects globaux, généraux du cinéma. Mais je crois qu'il faudrait prendre chaque élément et pour chacun de ces éléments, trouver une solution qui pourrait correspondre à chaque pays, dans différents pays. Et bien sûr, moi je suis française, et comme il a été dit, nous avons beaucoup de choses en France, beaucoup de chance en France. On peut penser qu'on n'a pas assez de liberté, mais on a beaucoup plus de liberté que dans les autres pays. Mais la France est un exemple pour les autres pays. On se plaint de tout, on lutte contre tout, mais malgré tout, nous sommes un exemple pour les autres. Donc, bien sûr, on entend tout ce qu'on entend et on est touché par ce qu'on entend, mais en réalité, on devrait prendre, je ne sais pas, des questions sociales, les découper en différents éléments et trouver des solutions à tout cela, parce qu'on a des choix. Je voudrais demander aux réalisateurs, si l'on prend les images, si l'on revient à Ruben Östlund, il a dit au premier jour de Cannes, il a dit nous avons des 45 milliards de caméras dans le monde.
Et la réaction des jeunes face aux images et aux films n'est pas la même qu'avant. Si vous êtes réalisateur en France, vous avez une réglementation, vous avez le Festival de Cannes qui lutte pour vous, et vous avez des possibilités de montrer vos films dans ce contexte-là. Mais je me demande ce que vous pensez des gens qui voient vos films de façon différente. Les images voyagent dans le monde entier. Donc peut-être que Moni, vous voulez dire quelque chose? Parler de la distribution. Vous cherchez un distributeur pour votre film? Oui, oui, à l'international, oui. Comment je vois le public un peu partout dans le monde sur le plan technique? Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre film peut être vu sur des formats différents, des tout petits écrans par exemple? Peu m'importe. Vraiment, ça m'importe peu. Je viens d'un pays qui n'a pas accès au cinéma. Au Québec, par exemple, il fait moins 40 degrés. Donc, sortir pour aller voir un film, c'est un cauchemar. Et moi-même, je ne vais pas beaucoup au cinéma. Je vis entre Paris et Montréal, et quand je suis à Paris, je vois 2-3 films par semaine, mais quand à Montréal, j'en vois peut-être un en 6 mois, je veux dire, dans les salles. Mais je revois beaucoup de films chez moi. Mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des grands écrans à domicile, notamment depuis l'épidémie. Et je regardais un film sur mon téléphone et je me souviens que ça m'a assez touché. Je me souviens un peu du titre du film. C'était peut-être mon film. J'avais des écouteurs et je regardais une bande-annonce et ça m'a beaucoup touché parce que j'entendais bien avec les écouteurs et j'étais entouré de l'univers des réalisateurs. Si ces films touchent les gens, eh bien c'est très bien. Je sais que c'est le mieux, c'est de ne pas regarder un film sur un tout petit écran. Mais peu m'importe. Je viens d'un pays qui n'a pas un très bon accès aux salles de cinéma, donc on a l'habitude de regarder des films chez soi, et ça ne diminue pas notre plaisir ou nos émotions vis-à-vis des films. Je pense qu'on a un certain ego à ce sujet en tant que réalisateur. Il faut voir ma création sur un grand écran. C'est une question d'ego. Je sais qu'on parle toujours du fait qu'il faut se réunir, voir un film tous ensemble dans une salle, mais est-ce que nous sommes des prêtres? Est-ce que nous sommes des super-héros? Nous sommes des rois? Tu es tellement canadienne. Et j'ai l'impression d'être vraiment française. Donc, est-ce que ce n'est pas une affaire d'ego? Moi, je me pose des questions là-dessus. Je me sens très française quand j'entends ces paroles. C'est peut-être mon ego, il faudrait bien que j'y réfléchisse. En effet, j'aime bien cette idée de regarder un film sur un petit écran. Je me rends au cinéma au moins une fois par semaine, je suis l'opposé parfait, mais j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit dans le film. On ne peut pas donc se battre par rapport au passé. Il y a certaines guerres qui probablement sont déjà perdues et c'est idiot de se battre. Peut-être que les Français sont ainsi, je n'en sais rien. Je comprends que les choses changent. Je souhaite dire aussi que j'amène mes enfants au vidéoclub et on loue des DVD. Nous, on le voit pour nos films peut-être, mais quand on fait un choix, on fait ce choix non seulement pour nous, mais aussi pour les autres pays. Si on ne se bat pas ici, ils n'auront pas accès à nos films ailleurs. Et c'est un petit peu ce que disait Ruben. Comment se battre? C'est notre problème.
Non, non. C'est pour ça qu'il faut en discuter. Il y a le problème de l'infrastructure, mais on ne pose jamais la question aux gens qui nous entourent. Ce serait très amusant de le faire. Il faudrait une salle plus grande. Albert, vous avez un film, Pacifiction, qui était à Cannes. C'est vraiment l'expérience cinématographique par excellence, qui a beaucoup profité du contexte. On ne peut pas regarder ce type de film sur un petit écran. Oui, je suis partagée. Je m'en fiche un peu que les gens regardent le film ou pas. Ce n'est pas mon problème. On voit vraiment les qualités du film sur grand écran, mais aussi sur un petit écran. Les films les plus intéressants de nos jours sont plus faibles sur un petit écran. Les qualités de ces films sur petit écran disparaissent ou paraissent moins. Le son, par exemple. On ne voit pas trop ce que l'on voit. On ne voit plus les points forts de l'image. Et même le récit devient plus vague, moins précis. Sur un petit écran, ce type de film devient plus vulnérable. On ne se concentre plus, on ne comprend pas pourquoi les images sont ainsi, on n'entend pas toutes les subtilités de la bande sonore. C'est ça le paradoxe. Après, franchement, je suis cinéphile et je comprends si un film est bon ou mauvais, même sur un petit écran. C'est inévitable. C'est ça la réalité des choses. Il y a un autre paradoxe. Je fais le montage de mes films moi-même et je ne regarde jamais le film sur un petit écran jusqu'à ce que le film soit terminé et je ne peux plus rien changer. Quand je ne peux plus rien modifier au niveau du son ou des images, c'est à ce moment-là que je regarde le film. Et c'est mieux, car on se concentre différemment sur le film. On découvre le film sur un grand écran tout à la fin. Ça aussi, c'est un deuxième paradoxe. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que l'expérience physique du cinéma contemporain exige que le film soit vu dans une salle de cinéma à cause donc des qualités techniques. C'est très positif. Ce n'est pas juste dans le sens de séduire le public. Au contraire, le film devient plus complexe, pas plus facile. Le film devient plus difficile, c'est ça. Plus grand, mais plus difficile. Il y a autre chose qu'il faut discuter, je pense, puis on prendra des questions dans la salle. Il y a beaucoup de jeunes ici dans la salle, même des étudiants. Les jeunes générations apprennent à parler des films différemment et les découvrent différemment par rapport aux anciennes générations, à cause des réseaux sociaux essentiellement. Ou alors ils ne les découvrent pas du tout, ou ils découvrent les mauvais films, ou ils n'en discutent pas. Dans certains cas, comme ils ne viennent pas forcément à Cannes, ils entendent parler des films sur les réseaux, par petits fragments. Donc ça, est-ce que nous pensons que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, puisque la conversation autour du cinéma a beaucoup évolué. The thing is, like, I feel democratization on the way to make films or on the way to watch them. La façon de faire les films ou de les regarder, c'est démocratisé. Je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu dans cette salle. Comme le dit Ruben, il y a 5 sociétés qui contrôlent tout. Et ce que voient les jeunes, ce sont les produits qu'on met à leur disposition. Nous sommes censés avoir de plus en plus de possibilités pour regarder différentes choses, mais est-ce que les jeunes cherchent vraiment les produits de niche? Et Clément, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Au milieu de tout cela,
Je pense qu'il va y avoir des plateformes, des visages qui vont montrer des prototypes, des vieux films aussi, car il faut donner l'exemple. Si les jeunes ne voient que les superproductions, s'ils pensent que c'est ça, le cinéma, s'ils ne savent pas qu'il y a des films d'art et d'essai, eh bien, où sont les exemples? Vous allez faire un Marvel. Vous pouvez aussi nourrir ce rêve-là. Il est très important que les jeunes sachent qu'il existe autre chose. C'est quelque chose qu'il faut donc organiser autour de cette question. Le paradoxe au Canada, c'est le fait que maintenant que nous avons des plateformes comme Mubi, Victorian Channel, j'ai accès à beaucoup plus de films que dans le passé quand il y avait juste des vidéoclubs en Amérique du Nord. Bon, il y a même mon producteur ici dans la salle, c'est vrai. Hélas, l'interprète n'entend pas la remarque faite hors micro. Les films de niche, les vieux films, on ne les voit pas sur ces plateformes. Anyway. Oh, it's okay. Let's hear from Audrey on this as well. Audrey? C'est un problème d'éducation avant tout. Pour moi, c'est ça la question principale. Et il faut justement se poser des questions sur l'éducation. Nous ne partageons pas suffisamment. On parle sans arrêt des projections, des salles de cinéma, mais par rapport aux jeunes générations, il faudrait que les enfants apprennent à aller au cinéma, mais on ne les éduque pas suffisamment. Toutefois, je reste optimiste quand on essaie de partager, quand on lutte contre les jeunes qui ne souhaitent pas aller au cinéma, on arrive finalement à leur faire changer d'avis. J'ai trouvé une astuce. Je mets certains des DVD que je veux que les jeunes regardent, je les expose et je leur dis « vous n'y avez pas droit ». Et au bout de quelques mois, je découvre qu'ils les ont tous regardés. Donc il y a différentes façons d'intéresser les jeunes générations. Il faut juste faire preuve de créativité. Albert, ce n'est pas une question d'accès, c'est une question de vouloir les choses. C'est lié à l'éducation, certes. On ne peut que louer la France. C'est peut-être le dernier pays qui a conservé cette tradition d'apprendre le cinéma aux enfants, de faire une éducation à l'image, de leur regarder, de leur montrer les vieux films. Mais en même temps, il faut que les choses restent spontanées. C'est très étrange aujourd'hui. Il y a un architecte très connu en Espagne qui avait un écrivain comme ami. Quand il avait 18 ans, il avait discuté avec cet écrivain. Et il pourra peut-être t'aider à savoir ce que tu veux faire. Et le fils est revenu pour dire que ce n'est pas important ce que l'on étudie, ce n'est pas important ce qu'on fait avec sa profession. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans son temps libre. C'est le temps qu'on a vraiment pour soi. Qu'est-ce qu'on fait pendant son temps libre? Ce sont ces moments-là qui vous définissent. Et c'est dans ce désir de vouloir accéder à des choses de poids, par exemple, de magnifiques films culturels du passé, et c'est ça qui vous définit. Mais c'est difficile d'imposer ces activités pendant le temps libre. Bien sûr, il y a aussi les plateformes qui tuent le désir des jeunes, qui tuent ce souhait de regarder des choses originales. Mais souvent, c'est la seule façon de voir les films. Mais si vous tuez le désir,
Donc, nous ne serons jamais tous d'accord parce que nous vivons dans différents pays. Merci, Audrey. Bye bye. Je dois vous quitter car je vais assister à une projection. Je souhaite dire quelque chose. Je n'ai pas vu Pacifiction d'Albert. Je dis toujours aux gens, je veux le voir sur un grand écran. Et je n'y avais pas accès jusqu'à présent. Je vais attendre de voir ce film sur un grand écran. C'est mieux. Ou peut-être pas. Question ici? Merci beaucoup. Nous avons vu dans le film Clément qui parlait du formatage. Il a parlé du formatage pour les festivals. Donc, à part l'industrie et les grosses sociétés, il y a beaucoup de formatage. Et ce sont les festivals qui dictent les règles. Est-ce que vous avez rencontré des défis posés par les festivals, quels qu'ils soient, les festivals qui ont leurs propres aspirations ou règles? Et est-ce qu'il faut s'y habituer et s'y conformer, en d'autres termes? Est-ce qu'il faut se conformer à ces formats? Je fais des comédies. Je ne pense pas à un festival quand je fais un film, mais en effet, ça peut être dans notre inconscient, notre subconscient. On se formate en quelque sorte en pensant qu'on pourra ainsi être sélectionné dans tel ou tel festival. Je ne sais pas. Je suis ici grâce au festival. C'est très difficile à dire. Il y a un formatage partout, notamment de nos jours, car il faut respecter tel principe, telle règle, mais les festivals représentent le formatage le plus ouvert. On peut soumettre presque tout et n'importe quoi à un festival. Mais on ne fait pas les films pour les festivals. La plupart des réalisateurs font un film sans songer au festival. Au contraire, on se concentre absolument sur l'identité du film, résoudre les problèmes, la logique interne pendant le tournage. On ne sait pas ce que le film va devenir par la suite. Je pense que beaucoup de réalisateurs partagent ce point de vue, d'ailleurs. Donc, même s'il y a un certain formatage, je ne pense pas que ça a un grand impact sur moi. Chaque festival a son esthétique, invite plutôt un type de film qu'un autre. Donc, ce n'est pas une question d'ego. Vous gagnez un prix dans un festival, oui, c'est bien pour le film. C'est bizarre. Je disais que lorsque on va à un festival de musique, par exemple, on y va pour écouter de la musique. Les gens font ça partout dans le monde et on partage cette expérience avec ceux qui vous entourent. Et il n'y a pas de prix à la fin. C'est un petit peu bizarre de se comparer. On n'a pas le même budget, on ne provient pas de la même région du monde. C'est bien pour le film, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Je ne sais pas. Pas facile de répondre à cette question. J'aimerais bien gagner un prix. Non, je plaisante. Mais c'est un peu bizarre. Même avec ton propre travail, j'ai fait plusieurs films. Certains ont mieux marché que d'autres, dans les festivals ou dans les salles. Et peut-être qu'un de mes favoris, c'est un des films qui a le moins réussi. Et je ne pense pas me tromper. Ça aussi, ça donne une certaine perspective. Parfois, quand on a l'impression que c'est son meilleur film, la plus belle réussite esthétique, pas tout le monde ne le perçoit au bon moment. Ça, c'est mon premier long métrage. Et on sait, par exemple, que si on se rend à un festival, c'est une façon de pouvoir faire un deuxième ou un troisième film. S'il n'y a pas cet accueil, à Cannes, le film peut être vraiment très critiqué. Oui, la presse joue aussi un rôle important. Mais il y a quand même le fait d'avoir été sélectionné qui joue un rôle.
Bonjour. Première question, le cadre. Pourquoi ces cadres? Pourquoi un seul élément qui change à l'écran? Question plus vaste pour vous tous. Je suis journaliste dans le domaine du cinéma. Je ne voudrais pas que l'industrie du cinéma meure. N'est-ce pas dangereux de se poser sans cesse cette question, même pour nous, les journalistes? Ça peut justement semer l'idée dans la tête des gens que le cinéma est en train de mourir. Je ne sais pas. Je vais répondre d'abord à la deuxième question, si vous le permettez. On se pose toujours les mêmes questions partout. Poser la même question que Wim Wenders, c'est une façon de comparer les deux périodes, de voir ce qui a changé par rapport au cadrage et tout le reste. Un de mes proches a dit, quand tu as un problème, arrête de poser chaque fois la question dans les mêmes termes. Il faut essayer, au contraire, de reformuler la question. Le film montre qu'on en parle comme d'une chose très dangereuse. Moi, je suis née dans une famille où fêter les morts est très important. C'est ça qui nous donne le sentiment de vivre. Par exemple, si on voit un arbre mort au bord de la route, on ne dit pas c'est un arbre mort, on dit cet arbre est en train de nourrir les insectes, les animaux, la terre. Et pareil, le grand écran est un espace pour s'exprimer, un espace très large, et chacun juge à sa guise les films. Tout le monde se trouve au même niveau, tout le monde écoute ce que l'on dit à l'écran. La télévision, on en a parlé dans le film de Wim Wenders. La télévision devient une sorte d'objet qui flotte dans l'air. C'est une plateforme où il y a plein de films que l'on peut choisir. Dans le film de Wim Wenders, on voit signal faible ou inexistant. Ah, j'aime bien cette notion. C'est très intéressant, la deuxième question, en fait. Je ne sais pas si on était Donald Trump ou Berlusconi, on dirait que ce n'est peut-être bien d'en parler, car ça crée des sensations négatives. Peut-être qu'ils ont raison. En même temps, on est européen, on peut faire son autocritique, on peut être un peu iconoclaste, on peut se poser plein de questions sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça fait partie de notre tradition en Europe. Cette notion d'autocritique est très importante. Moi, je n'aime pas penser que le cinéma meurt. Je pense qu'au contraire, que le cinéma est encore plus intéressant qu'auparavant et beaucoup plus vivant que dans le passé même. Sincèrement. Il y a comme une nouvelle vague, beaucoup de nouvelles idées qui surgissent dans ce domaine. Puisque les plateformes exercent une grosse pression, on est obligé de chercher des nouveautés. Et c'est une bonne chose. Cela représente une évolution, un progrès. Il va y avoir différentes façons de procéder, différentes personnes qui empruntent cette voie. Est-ce que le cinéma meurt? En fait, c'est juste une façon de poser la question. Si on ne pose pas les questions, ça veut dire que les gens n'entretiennent pas le dialogue. Au contraire, il faut poser la question pour ouvrir la discussion. Tout tourne autour de la définition du cinéma aussi. Godard, dans le documentaire qu'on a vu l'autre jour ici, disait « Je ne fais pas des films, je fais du cinéma ». C'est quoi le cinéma donc?
De quoi parlait-il? Il disait, non, je ne fais pas des films, je fais du cinéma. Mais quelle est la définition de ce que vous faites? Oui, je ne sais pas si oui, ça marche. Bonjour, merci pour votre film. J'ai surtout des questions sur le film, en fait, donc à Lubna. 3 petites questions très rapides. La première, une tristesse peut-être, je voudrais savoir si vous la partagez, le fait qu'il y ait très peu de cinéastes africains, pour ainsi dire pas dans votre film. Un étonnement, l'absence presque complète du cinéma asiatique. Ce n'est pas un reproche, mais j'aimerais bien que vous l'expliquiez éventuellement, parce que moi, il me semble que d'un point de vue un peu de cinéphile ou de spectateur de cinéma, le phénomène en Occident, en tout cas, qui nous frappe, c'est l'émergence, à nos yeux en tout cas, du cinéma asiatique, chinois, japonais, thaïlandais, puisqu'il y a une palme d'or récente japonaise, une palme d'or thaïlandaise, etc. J'insiste pas, donc on les voit très peu. Est-ce que ce sont des refus que vous avez essuyés éventuellement? Et la troisième petite chose, c'est aussi un étonnement, mais dont vous n'êtes pas évidemment responsable ni comptable, c'est sur l'absence de la guerre, puisque la guerre en Ukraine, nous sommes venus avec une réfugiée ukrainienne en l'occurrence aujourd'hui. Je me demande un petit peu ce qu'elle pense. Elle est contente d'être là, et moi aussi, et tout le monde, je pense. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle pense de ce très beau rituel du Festival de Cannes, compte tenu du fait qu'au moment où vous avez posé cette question et qu'on vous a répondu, la guerre, elle était présente en Europe, à savoir au mois de mai 2022. Le mot guerre est prononcé une fois, je crois que c'est par une cinéaste, je ne me souviens plus exactement qui. Alice. Voilà. Alice. Exactement. Vainqueur. Je ne sais pas si ça vous inspire des réflexions, mais voilà. Ce qui a été mon objectif, c'était de prendre un instant T du Festival de Cannes pour raconter notre époque. De la même manière qu'en 82, Wim Wenders raconte son époque, 2 femmes, en gros. J'étais pas là pour faire des statistiques, j'étais pas là pour pousser les nombres. Ce nombre-là n'existait pas au festival. Il suffit de regarder les images. La représentativité, voilà, à plein de niveaux. Et pour moi, finalement, Ayo Akingbade représente à la fois c'est une jeune cinéaste. Elle a fait 14 courts-métrages. Et voilà, elle traduit à elle-même à la fois la question d'un continent et la question d'une jeune génération. On a aussi le fait de tourner ce film à Cannes, c'est évidemment, on est en plus post-Covid, c'est des rencontres, il y a des rencontres qui ne se font pas, il y a des gens qui ne se sont pas sentis à l'aise de venir faire cet exercice. On a essayé autant que possible d'être dans une multiplicité de cinéma. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, en fait, on ne peut pas forcer juste parce qu'on a envie de raconter. Et l'Ukraine, d'ailleurs, il y avait un réalisateur qui avait fait son film et il était mort pendant le tournage. Il y avait un couple et c'est un rendez-vous raté. J'ai pas réussi à les faire venir. Et ensuite, quelque part, peut-être que Kirill raconte, et dans son silence, quelque chose de cette période-là. Et encore une fois, c'est un instant T du festival. Et je suis ni un porte-parole du festival, ni je traduis à la fois ce qui a changé en 40 ans par rapport au film de Wim, mais aussi la limite qu'il y en a, puisque clairement, il y a encore une égalité, enfin, en tout cas, une diversité qui n'est pas complètement là. Et si j'avais fait le film cette année, je pense que ça aurait été très différent. Voilà, j'espère avoir répondu. J'aimerais revenir sur le point, la personne qui a parlé tout de suite après Wim Wenders, la réalisatrice, qui parlait de l'attention, le fait que les jeunes sont de plus en plus sollicités, qui ont de la misère à avoir de l'attention. Je suis réalisateur de documentaires. Vous avez remarqué que je viens du Canada, moi aussi. Et je devais faire une version de 50 minutes d'un documentaire d'1h30. Je parlais avec mon adolescente de 14 ans, puis je lui expliquais que c'était un défi. Je ne sais pas comment j'allais faire. Puis elle me dit ça. « Oublie ça, papa. Tu n'y arriveras pas. » C'est comme, on n'est pas là. Il y a un mur entre ma fille et moi. Il y a un mur générationnel d'attention, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, merci, bonsoir. Comment vous... Si le cinéma, c'est vraiment une relation avec l'auditoire, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui s'en viennent? On va se parler entre nous. I think we have a problem with... je ne sais pas si les gens entendent avec les casques, tout. Oui, d'accord. Moi, je pense qu'on est dans une société d'addicts aussi. On est dans... Pardon, excusez-moi. C'est ça, c'est moi. Regardez. TDA. Je vois autre chose. Non, mais on est dans une société d'addiction et on est addict à... Je vais peut-être laisser passer. Pardon, il y a un malaise, pardon.
It's okay. You can continue. They're taking care of it. J'espère que cette personne va bien. D'accord, excusez-moi, c'est un peu absurde de continuer. On est dans une société addicte, société malade. D'ailleurs, Xavier Dolan a fait une très belle série, La nuit, Laurier de Godreau s'est réveillé, où on parle essentiellement d'addiction dans cette série, qui est protéiforme. Puis, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que notre rapport au téléphone, aux médias, à notre attention, c'est un rapport d'addict. Donc, nos enfants, mais pas que nos enfants, nous, ou les parents, ou même de plus en plus nos parents à nous aussi, ont un rapport indécent et en fait, ça nous isole. En fait, l'addiction, on peut le voir par l'isolement. Puis moi, c'est juste ça, c'est juste que je sais pas comment on peut déprogrammer notre cerveau, en fait, en plus avec l'intelligence artificielle qui multiplie, qui va accélérer ce rapport à la technologie. C'est là mon inquiétude, en fait. Donc, quand on parle d'attention, on parle surtout d'addiction. Donc, nos enfants sont malades. C'est ça, je pense. Je ne sais pas c'est quoi la solution, à part tous aller en désintox. Acheter nos téléphones, je ne sais pas. Ben, je vois pas autrement. Je veux dire, moi c'est pareil. Je suis une cinéaste, puis je suis là, ouais, je vais voir mon téléphone. Donc, je suis pas là. Personne n'est là pour faire la morale aux autres. Puis, on peut pas faire la morale à nos enfants parce qu'on donne pas l'exemple. Donc, je sais pas. Au revoir. Tous en détox. Oui, monsieur, je vais répondre à ce que vous disiez. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que le cinéma, c'est tellement quelque chose à part, et comme tous les arts, il faut tomber amoureux d'un film. Et pour moi, c'est comme les livres. Enfin, beaucoup de jeunes n'aiment pas lire, mais aussi parce qu'ils ne sont pas tombés amoureux d'un livre qui les a poussés à continuer à lire. Et je pense que le cinéma, c'est pareil. Et du coup, c'est pour ça que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est de parler d'éducation. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de chance parce qu'on est tellement poussé à voir des films, à voir des vieux films, et à avoir un panel de réalisations tellement différents. Et je pense que le fait qu'on soit addict est vrai, mais il peut se surpasser parce que quand on est amoureux du cinéma, on sait que c'est quelque chose qui est hors du commun et qui se fait pas en même temps que regarder son téléphone. Et voilà, c'est pas très clair ce que je dis, mais vous aurez éduqué sa fille. Vous aurez éduqué. Moi, je crois aussi que quand on a des enfants, on sait qu'ils nous disent, ils nous renvoient à la figure tout ce qu'on leur donne. J'ai un petit garçon de 9 ans. Mais je crois aussi, ma mère, quand j'étais petite, elle était désespérée. Elle pensait que j'allais jamais réussir à me cuisiner quoi que ce soit, à aller au cinéma toute seule, à lire un livre. Et elle me forçait, comme disait Audrey tout à l'heure. En fait, si nous, on y croit, on transmet ce que nous, le monde auquel on croit, en fait. Et forcément qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et puis on ne sait jamais sur qui ils vont tomber, et ce que va être le monde. Mais je crois que si on est toujours en train d'essayer et de continuer à le faire parce que nous, on y croit pour nous-mêmes, je pense qu'en fait, inconsciemment, quelque chose se met dans notre ADN, dans notre... et c'est vrai qu'il faut... quelque part, il faut continuer de vouloir de ce monde-là. C'est-à-dire que c'était un peu la question que j'avais envie aussi de voir comment chacun se mettait par rapport à ces choses-là. Mais on est fasciné par ces nouveaux outils, on a envie de les essayer, même en tant que cinéaste. On se dit, tiens, tourner de l'intelligence artificielle, hyper excitant et tout. Tant que ça reste un objet qui nous permet d'aller réfléchir le langage du cinéma ou la manière de faire des films. Et d'ailleurs, Godard est un parfait exemple de quelqu'un qui, jusqu'à la fin, faisait des films avec des outils. La vidéo, il l'a utilisée très tôt par rapport à la pellicule. C'était moins cher, c'était plus efficace. Donc en fait, c'est aussi de voir et c'est pour ça qu'il faut se poser aussi des questions et y réfléchir et en débattre. On choisit aussi les outils qu'on veut et quand on signe avec ces outils-là ou quand on signe avec des sociétés, etc., c'est qu'est-ce qu'on signe quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on achète en fait? C'est jamais gratuit, mais il faut qu'on en ait conscience. C'est pas juste se dire moi aussi je veux essayer, mais qu'est-ce que derrière ça implique? Et je pense que voilà, ça va dans les deux sens.
Oui, bonjour. Ce qui m'intéresse toujours, c'est la différence entre les goûts et les préférences, pour moi personnellement et en général. Et est-ce que vous, comme les cinéastes, vous voyez que, voilà, il y a le goût qu'il faut améliorer, tout ça, mais en même temps, il y a les préférences quand tu aimes bien, je sais pas, un film terrible, et où sont les secrétaires et comment, voilà. Si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Ok. Ouais. Tu veux répondre, Albert? Albert? C'est difficile à faire la différence, c'est vrai, parce que, comme vous disiez, les préférences font partie du caractère de chacun. Alors, c'est un peu, non, il faut la garder parce que c'est un peu la définition de toi-même et un peu ton identité. Mais en même temps, évidemment, c'est la combinaison avec un goût un peu, comme dire, standardisé, des choses qui sont belles du point de vue objectif, qui va créer une préférence plus sophistiquée de toi-même. Alors, je pense que c'est une dialectique et un échange permanent, même si tu connais déjà beaucoup de films et beaucoup de choses, c'est une façon de s'améliorer et en même temps de se faire, non, comme dire, plus fier de soi-même, mais avec la collaboration des autres, c'est-à-dire des goûts des autres. Et moi, par exemple, toute mon influence, les plus grandes influences que j'ai eues dans ma vie, ce n'était pas les films des autres réalisateurs, que ça m'intéressait pas, ça m'intéressait légèrement, mais les gens qui ont écrit, beaucoup d'écrivains sur le cinéma qui ont écrit sur ces films et la vision qu'ils ont eue sur ces films. Et moi, j'ai regardé les mêmes films et ce qui m'intéressait, c'est échanger les deux visions sur un film, le film en soi. Alors, c'est toujours là. Et avec ça, en comprenant pourquoi les autres préfèrent ce film ou pas l'autre, et pour quelles raisons, et les détails et tout ça, on commence à comprendre. Alors, c'est un exercice, c'est une dialectique permanente. Mais oui. Mais c'est un mystère aussi. Jusqu'à quel point le caractère de toi-même devient décisif pour faire des choses ou non. J'aimerais bien qu'on passe une heure de plus à approfondir cette question. Mais le temps nous manque. Donc merci beaucoup à tous.